Voilà. Je pense qu'on peut démarrer la soirée. C'est plus comme un enterrement. Hey everyone, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. On est ravis d'avoir avec nous Radu Jude, accompagné ce soir par Anastasia Amelia Eleftheriou et Victor Morozov. On va discuter tous les trois sur le projet de cette exposition, qui est la toute première installation vidéo de Radu Jude. Et peut-être je laisse, vu qu'on a aussi une programmation culturelle autour de cette exposition, je vais donner la parole à Victor Morozov pour vous parler un peu de la suite de tout ce qu'on a préparé pour l'exposition. Et je pense qu'on pourrait déjà démarrer le dialogue et bonne discussion. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci surtout à Tatiana qui a un peu organisé tout le projet dès le début, le projet de cette exposition. Donc, comme vous savez, cette exposition se déroule en parallèle à la grande rétrospective de Radu Jude au Centre Pompidou et à MK2 Bibliothèque qui démarre demain avec une projection de Continental 25. Et cette exposition ensuite sera suivie par une deuxième installation de Radu Jude, The Exit of the Trains, la sortie des trains, a commencé le 9 octobre. Fait avec Adrian Chofling. Fait avec Adrian Chofling qui est aussi co-réalisateur du film du même nom. Du coup, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire déjà que, comme Adriana disait, il y a plusieurs événements qui accompagneront un peu cette vie d'installation. Le 30 septembre, à mi-parcours, pour ainsi dire, il y aura une autre discussion avec Dork Zabinian, théoricien du cinéma, et Elodie Tamayo, historienne, critique de cinéma, autour de ce transfert dont on va parler nous aussi aujourd'hui. Et puis il y aura, dans une carte blanche donnée à Radu, la projection à l'archipel tout près d'une copie en 35 mm du film de d'Isidore Izou, Traité de bave et d'éternité. Suivi aussi avec une discussion en compagnie d'Occitane Lacurie, critique de cinéma, et de Moritz Pfeiffer, aussi critique et historien du cinéma. Donc maintenant, juste Radu, je pense que tu n'as pas besoin de présentation. Cinéaste multiprimé, on est très ravis de... Si c'est comme ça. On est très ravis que tu sois là avec nous. Anastasia Amelia Eleftheriou, archiviste et programmatrice en Grèce, en France aussi. Et je pourrais dire même admiratrice de longue date du cinéma de Radu. Donc vraiment on est très content d'avoir ces discussions. Je vais juste dire avant de démarrer qu'on a aussi en vente le volume collectif dédié à l'œuvre de Radu Jude et la fin du cinéma peut attendre, publié par les éditions de l'Œil en partenariat avec Film Marseille et Centre Pompidou. Donc si jamais vous êtes intéressé, on a des exemplaires. Alors pour lancer vite fait cette discussion, je pense que vous avez aussi beaucoup de curiosité, de questions. J'aimerais en effet te demander, te questionner sur ce transfert, sur ce déplacement des images depuis la Black Box, la salle de cinéma que tu as fréquentée et que tu as bien sûr investi comme réalisateur depuis le début. Et la White Cube de la galerie. Je sais que tu es très intéressé par l'art en général, par l'art contemporain. Je sais que tu pratiques aussi une forme de cinéma impur qui accueille d'autres types d'images, qui est très attentif à cette circulation, qui est de plus en plus intéressé par ce qu'on peut appeler l'expanded cinéma, donc qui voit du cinéma en dehors de la salle, en dehors de ce sanctuaire du cinématographe.
Est-ce que tu as fait ce geste consciemment? Est-ce que tu l'as envisagé? Et pourquoi maintenant? Et comment tu le vois? Poser quelques balises comme ça. Premièrement, merci beaucoup pour m'inviter ici. Merci beaucoup à le film Gallery à revoir pour faire son travail assez compliqué. En effet, c'est un peu pour me débrouiller dans des questions et normalement dans le travail. Je suis obligé de simplifier beaucoup dans ma tête quand même. Donc pour moi, je simplifie un peu cette question de film pour les galeries, film pour le cinéma, film pour la télévision, vidéo pour l'internet, etc. Et pour moi, c'est un tout ensemble qui, bon, je peux dire, c'est cinéma. Pour moi, c'est cinéma. Pour des autres, ça peut avoir un autre nom. Ou bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font des séparations très, très claires. Et en effet, ce film, parce que c'était un film au début, avait une histoire assez spéciale, parce que c'est pas des images tournées de moi-même, mais c'est enregistré l'écran. J'ai enregistré l'écran de mon ordinateur sur le site de EarthCam qui a cette caméra dans le cimetière de Andy Warhol. Et j'ai nommé ce montage d'une année, je l'ai nommé Sleep Number 2, comme un hommage à son film Sleep. Et bien sûr, je n'ai pas vraiment pensé dès le début à le faire aussi pour une salle d'exposition comme ça, mais c'était en effet l'idée de Pip Chodorov, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son travail à revoir, pour faire sortir le film expérimental, pour le faire connu par des gens. C'est un film la plupart de ces films, ou des vidéos, comme vous voulez dire, sont des choses assez fragiles et assez mal connues. Et je pense que son travail qui est ici sur DVD, Blu-ray, des livres, c'est quelque chose de très, très, très important. J'espère que ça va rester comme ça. Et après, quand on a pensé ensemble et qu'on a parlé, c'est cette idée parce que le film est structuré sur les 4 saisons, donc d'avoir tous les 4 saisons sur un pierre tombale comme ça, je trouve que c'est une bonne idée. On peut les voir, je ne sais pas, dans le même temps. Donc c'est un peu une autre façon de le capter. Mais dans le même temps, je pense que l'essence, pour moi, c'est la même. Ça reste, même si, parce que c'est un film qui est conçu sur l'accumulation des choses, des images. Donc, soit cette accumulation est temporelle, comme dans un film l'une après l'autre. Ici, c'est temporel, mais aussi spatial. C'est dans le même temps. Donc, c'est 2 dimensions, si je peux dire comme ça. Donc, non, rien à ajouter de ma part. J'espère que le film, les vidéos sera intéressant pour vous. À Radu, maintenant le film se trouve dans une galerie, comme le film Sleep, l'original de Warhol. C'est intéressant et lui, il avait filmé ces films, c'est un film de longue durée qu'il a fait dans une époque où on n'était pas envahi de cette manière-là par les images. Il a fait en pellicule. Je pense qu'il a réutilisé peut-être quelques images, mais il a quand même travaillé beaucoup sur cette durée. Et toi, aujourd'hui, tu as un autre dispositif. Dans une époque où on a énormément d'images, mais tu as fait un film qui est assez court. Est-ce que tu avais pensé de le faire plus long jusqu'à cette conférence? Mais je pense que tu avais dit que tu l'avais passé et que tu pensais que ça n'aurait pas été finalement une très bonne idée. Et je voulais savoir pourquoi. Bon, peut-être c'est un manque de courage de le faire de 5h40, non? Je pense que c'est ça la durée de le film de Warhol. Mais en effet, même son film, je trouve que c'est un peu trop long. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je sais, oui, c'est vrai que pas entièrement dans 2-3 jours,
mais je l'ai vu 2 fois et je le trouve assez complexe, en effet. Comme tu as dit, il y a des images qui se répètent. Moi, j'ai un peu ça. Il y a quelques images que j'ai répétées et il y a quelque chose dans la structure que j'ai gardé de ce film. Mais en effet, non, après, j'ai trouvé que c'est un peu idiot d'essayer de faire exactement la même durée. C'est la première idée que vient. Et non, j'ai pensé pour ma perception, je ne sais pas, c'est moi que je me prends comme modèle, que cette durée, c'était la durée que je considérais pas idéale, mais... Et c'était aussi peut-être une question sur les matériaux, parce que le film a bien sûr des autres choses, des autres directions. Et il y a 2 ou 3 directions dans ces vidéos, dans cet enregistrement que je voulais. C'était premièrement des choses anthropologiques, si on peut dire comme ça, des observations documentaires comme les gens là-bas. Voilà, je pense que c'est très bien que c'est le même mec qui, dans les deux saisons, sur les 2, exactement, sur les 2 saisons. Donc, c'est des observations comme ça. C'est parce que le son, bon, les vidéos ont des sons, mais cette caméra n'a pas un très bon microphone. Tu ne comprends pas ce que ces personnes qui viennent à l'automne de Warhol parlent, s'ils parlent. Mais leur geste et parfois la mise en scène qui se crée par la réalité, par la position de la caméra, crée des choses assez burlesques. Parfois, c'est comme des films muets. Donc c'est un peu un retour au début du cinéma. Donc c'est des images comme ça que j'ai gardées. Et c'est après des images sur la nature ou sur la réflexion de la nature avec cette caméra de basse résolution qui transforme ces enregistrements un peu dans peinture impressionniste, un peu dans peinture abstraite parfois. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et bon, de tous les matériaux que j'avais, les mieux, et je ne voulais pas répéter beaucoup les effets ou les choses ou les gens, les gestes, tout ça. Je voulais que chaque image a quelque chose de nouveau par rapport à l'autre. Bien sûr, il y a des choses qui se répètent, c'est des variations, mais comme dans des variations, tu dois avoir quelque chose de nouveau. Et tout ce que j'avais de nouveau, c'était pour remplir 1 heure et 2-3 minutes. C'est une sorte d'économie d'images. À une époque, on a énormément d'images, et lui, il avait fait trop d'images. À une époque, il y avait beaucoup moins. Ça, c'est une belle observation. Non, c'est vrai. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de faire un film comme Empire, parce que toutes les caméras de surveillance fait un Empire chaque jour, en effet. Donc, oui, c'est un film impressionniste pour moi. Et tu parlais tout à l'heure de cette idée du fait que là on n'est plus sur un rapport de succession entre les images, mais de simultanéité en fait, et qu'on peut choisir notre propre parcours, on peut choisir l'ordre, etc. Donc vraiment la perception et le rapport envers l'œuvre change. Et est-ce que ce cap que tu as franchi là, en allant vers la galerie, on va dire, est-ce que ça va t'intéresser là, tu penses, explicitement? Est-ce que tu vas le thématiser? Est-ce que tu vas le poursuivre? Ou si ça... Parce qu'au fond, ce transfert, cette dislocation n'est pas accidentelle dans ton œuvre, parce que tu poursuis, tu tends les limites du cinéma et du dispositif à chaque nouveau film, j'ai l'impression. Donc est-ce que tu penses que là, ça va ouvrir une nouvelle période peut-être dans ta création? Bon, c'est difficile à prévoir le futur, mais pas pour le moment. Je suis peut-être trop vieux pour ça. Je suis un peu lié à un cinéma qui doit être vu dès le début à la fin, un film quand même, et aussi des choses comme
pour une salle de cinéma idéalement, mais bien sûr dans des autres, je suis pas un puriste sur ça. Mais il y a des pensées pour ça. Il y a peut-être, j'ai fait très récemment un petit projet avec Andrei Rus, qui est un historien du cinéma, et on a fait une chose pour le Festival de New York, un montage des vidéos TikTok, la plupart roumaines, il est passionné de ça comme historien du cinéma. Et peut-être on pensait à essayer de faire quelque chose, mais je ne sais pas. Pour le moment, j'ai 2 ou 3 films de fiction à faire et je n'ai pas le temps de penser. Mais c'est tout le temps, et je crois que ça, c'est ce qui est intéressant, et c'est ce que tu as dit un peu au début, c'est où j'aime quand ça existe un dialogue entre des formes différentes, entre des domaines différents, donc ça donne des idées, ça donne des perspectives nouvelles. J'aime beaucoup ça tout le temps et pour moi, comme je disais, tout fait un système. Si c'est de la peinture, si c'est de la littérature, si c'est cinéma, si c'est vidéo, si c'est en galerie, c'est tous ensemble, et ça, c'est ce qui est excitant d'une certaine manière dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde des images quand même. Et après, tu sais on dit assez souvent que quand on met quelque chose dans une galerie, ça devient en soi quelque chose de plus, ça commence à avoir une valeur différente comme objet. Est-ce que tu as pensé à ça quand tu as... Comme objet? Comme objet, parce qu'on le met, c'est comme si on le mettait dans un musée. Ah. Donc en soi, ça devient un objet qu'on regarde, qu'on sort de la salle de cinéma. Oui. Donc est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a... Pour ici, absolument, parce que c'est, comme je disais, c'est vraiment exactement comme c'est cette pierre tombale qui ont des images, et c'est un peu comme dans le film de Cronenberg de Shroud, les danseurs. Et d'ailleurs, ça sera une double bill, une présentation, je ne me souviens pas dans quel jour, dans cette rétrospective à Pompidou, entre cette version, la version pour cinéma, si on peut dire comme ça, de Sleep Number 2, et le film de Cronenberg. Mais je trouve qu'ici c'est plus visible, ça. C'est comme des tombeaux qui ont des caméras, comme dans le film de Cronenberg. Récemment, je sais que par exemple, tu as animé, et même tu as organisé, tu as eu un dialogue avec un artiste roumain très connu, Adrian Gheni, un peintre. Et j'étais curieux aussi, vu qu'on est un peu dans l'entre-deux, à la croisée des disciplines, ce que tu voulais savoir de sa pratique et si tu penses qu'il y a des interrogations communes dans vos pratiques respectives, si tu penses qu'il y a des ponts à faire, et voilà, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce travail-là, et si peut-être une vidéo d'installation comme ça te rapproche en quelque sorte encore plus de cette impureté. Bon, d'ailleurs, Adrian Gheni, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un peintre roumain contemporain très, très bon et qui a beaucoup de succès. Je pense que même il a quelques œuvres achetées par Centre Pompidou même. Et je pense qu'il va avoir cet automne une exposition, l'année prochaine, je ne sais pas, peut-être je dis des bêtises. Mais il a eu une exposition à Albertina, je pense. Oui, non, mais je pense qu'il va avoir quelque chose à Paris, mais je ne sais pas si c'est annoncé ou peut-être... bon, c'est pas pour l'instant. Mais ça sera quelque chose? On ne sait pas pour l'instant. Donc il est un peintre bon, c'est un peu dans une tradition expressionniste, un peu expressionniste abstraite, parfois aussi figurative à la Francis Bacon un peu, donc c'est très différent de ce que je fais. Mais si ça m'intéresse quelque chose dans cet dialogue avec des autres domaines, c'est pas seulement ce qui est assez évident, parce que quand on parle de la relation entre cinéma et peinture, les gens disent mais voilà, c'est la composition, c'est les couleurs, c'est toutes ces choses qui sont évidentes, mais plutôt des choses qui sont sur la création, sur les idées, sur les concepts, sur la pratique, sur comment résoudre
un problème, comment accepter l'échec, comment... Bon, des choses comme ça m'intéressent plus que des choses qui sont liées à l'image elle-même. Parce que je trouve que parfois il y a des idées qui, si on change le domaine, deviennent tout à fait fraîches, tout à fait nouvelles, même si dans leur domaine initial, je ne sais pas, sont peut-être déjà connus ou déjà traditionnels. Donc, même pour mes films, parfois, c'est la littérature ou des choses comme ça sont plus importantes que les autres films, parfois. Donc, oui, donc ça m'intéresse plus, ce dialogue au niveau de la pratique ou au niveau de qu'est-ce qu'on peut trouver dans un art et utiliser dans un autre. Et du coup, dans ces contextes-là, puisqu'on passe aussi ces images dans la galerie, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais dit à Victor que j'allais poser la question un peu plus tard, mais c'est une question que je posais à ChatGPT pour toi. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut te poser comme question par rapport à cette exposition? Et ça se trouve, c'est une question que j'avais en tête, ça veut dire que ChatGPT marche assez bien. Parfois. Ou moi, ça marche pas très bien. Même si on doit quand même le nourrir, on ne va pas donner un truc comme ça. Et je pensais beaucoup à l'idée du fait que tu as utilisé des images, comme tu as fait souvent avec des images d'archives, ici des images accessibles. Il y a la question des authorship, des droits. Et dans les films que tu fais avec beaucoup plus de liberté, comme Sleep, que tu fais beaucoup toi-même, tu es beaucoup plus libre et ça te permet aussi du coup d'expérimenter ça. Oui. Est-ce qu'il y a des réflexions à faire par rapport à... Oui, bien sûr, c'est un film, mais je pense que la réponse est plutôt dans les arts visuels et même dans l'art vidéo que dans le cinéma plus traditionnel, parce que j'ai l'impression que dans les galeries et dans l'art vidéo, l'appropriation est déjà une pratique qui existe depuis Duchamp, déjà plus de 100 ans, et c'est accepté sans problème. Le collage, le montage, toutes ces pratiques sont plus acceptées sans aucun souci sur les droits ou sur des choses comme ça. En cinéma, c'est encore un peu, si tu veux utiliser 2 secondes dans un film d'Hollywood, c'est presque impossible, ou ça coûte énormément. Si tu veux utiliser un morceau de Beatles, c'est impossible, etc., etc. Mais je pense que le droit de citation qui existe aussi dans la loi roumaine, les Américains l'appellent fair use, je pense, c'est une chose importante et on doit le garder et l'utiliser et forcer cette direction au maximum que possible, parce que je crois que c'est bien que quand les choses dialoguent, quand il y a... bien sûr, il y a des exceptions, il y a des situations, chaque situation doit être conçue au niveau particulier, je n'ai pas de principes généraux comme ça, mais comme idée générale, je crois que je ne vois pas pourquoi comme des images comme ça sont sur Internet, sur un flux continuel, c'est pourquoi pas on peut pas les utiliser. J'ai fait un film qui sera aussi ici, 8 Postcards from Utopia en anglais, le titre anglais, avec Christian Ferencvac, et on a utilisé des pubs roumaines des années 90. Et un peu après, et dans beaucoup de situations, c'est seulement nous qui on a trouvé ces images qui étaient jetées à la poubelle. Donc je ne m'imagine pas pourquoi une compagnie qui a jeté toutes ces images à la poubelle, qui n'ont pas rien, venait et disait mais voilà, vous n'avez pas le droit de citation de notre pub parce que c'est très important pour nous. Il y a 30 ans, on l'a montré à la télévision, après c'est perdu, etc. Donc, ah oui, là je pense que c'est même pas une question de droit, même pour les pubs comme ici, le droit d'image, c'est plutôt la question de ça, autant que toi que tu construis le film et ça devient à toi. Oui, comme je disais, ça c'est une pratique déjà vieille, mais même cette... bonsoir. Louise. Mais cette idée qui crée l'image en cinéma ou en vidéo, c'est aussi une question le langage fait un peu
dommage ici, il y a un peu de problème parce que si quelqu'un dit j'ai fait une photo ou j'ai fait un film, j'ai tourné un film, j'ai fait un film, j'ai fait une photo, j'ai fait l'image d'un film, mais tu as fait quoi? Parce que c'est inutile, c'est ça qui fait l'image, c'est une caméra. Bien sûr, comment on utilise cette caméra, comment on fait la composition, la lumière, tout ça, c'est des décisions humaines et après quelqu'un qui choisit l'image. Donc, mais quand même, la création d'une image comme ça, c'est pas possible sans l'outil. Sans ces outils. Donc je trouve que déjà l'idée de dire c'est mon image que j'ai fait, c'est pas ton image, c'est l'image de cet ingénieur peut-être qui a créé l'objectif, la caméra, etc. Et après bien sûr que le geste de choisir et le geste de monter, de faire le montage, c'est extrêmement important à mon avis, bien sûr. Moi je serais peut-être plus malheureux si je faisais seulement des films de montage. J'ai besoin de créer l'image, pour dire, de faire de la mise en scène et de créer des images nouvelles. Mais je trouve que c'est à la fin c'est la même chose. À la fin, tu utilises ce qu'il y a. Et après, tu travailles un peu avec les images tournées même par des autres, comme ici. Le sentiment que c'est toi qui les as fait, ça devient très fort. Après le sentiment de familiarisation vient comme ça. Je pense qu'on peut en effet ouvrir la parole au public. Si vous avez des remarques, des questions, des curiosités, n'hésitez pas. Oui, moi je pense qu'on peut commencer. On peut m'entendre? Oui, très bien. Est-ce que le cimetière, c'est près de Pittsburgh, de Oui. Andy Warhol? Oui. Yeah, ok. Et, Moi, j'ai jamais été, donc. donc comment vous avez pu obtenir ces images? C'est une caméra de surveillance qui les enregistre et je l'ai trouvé sur Internet et j'ai enregistré mon ordinateur. C'est pas moi qui a tourné les images. Okay. C'est ça. Donc, en fait, donc c'est un caméra de surveillance, c'est Oui. pas un caméra Artistique. Ok. Oui. Parce que ce qui me, je suis née très proche de, Ah oui? très près de Pittsburgh et tout ce que je peux vous dire, ces gens qui visitent, on va pas leur réparer, leur trouver dans le foyer au centre Pompidou pour les films. Vous voyez, je veux dire, ce sont les gens très basiques, on va dire. Non, c'est pas vrai, c'est de toutes sortes de gens. Vous êtes sûr? Oui, absolument. Yeah. Non, mais ce que je voulais dire, c'est pas forcément les gens qui viennent pour faire un pèlerinage à Warhol. Mais oui. Si? Si. Si. Ok. C'est toutes sortes de gens. Des gens en vacances, des gens qui passent par là et ils s'arrêtent peut-être en minute, des gens qui sont obsédés par Warhol et qui viennent. Oui, et puis les gens qui tombent sur lui par hasard. Vous devez regarder tous les 4 écrans et après vous avez réponse à tout ça. Mais c'est vraiment très mélangé. Et à un certain moment, je pensais que c'est le cimetière, mais malheureusement, c'est pas ça. Ça serait quelque chose de très beau. Que c'est en Pittsburgh, c'est un autre film célèbre qui était tourné dans un cimetière, c'est Night of the Living Dead, de George Romero. Mais c'est un autre cimetière, c'est pas ça. Ça sera une belle coïncidence, mais c'était trop beau pour être vrai. Par moment, on ressent quand même des zooms qui appuient sur la tombe. C'est la caméra de surveillance? Oui, la caméra de surveillance, c'est programmé, ou c'était programmé parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé. J'ai arrêté de regarder sur le site parce que c'était une obsession et après un an, je me suis dit, je dois arrêter. Sinon, bon. Et c'est une caméra qui faisait un zoom chaque 30 minutes, je pense, pour quelques minutes et après le zoom dans l'autre direction. Mais à un certain moment, dans les images divers, c'est cassé et le zoom ne marchait
plu, et donc c'est beaucoup de plans généraux. C'est pour ça que c'est beaucoup de plans généraux sans le zoom. Mais c'était très mécanique, c'était très précis. C'est 10 minutes dans 1 heure et 10 minutes et 40. Ça faisait le zoom. Et pour l'anecdote, juste, je sais que tu as été aussi en contact avec les archives, la fondation Warhol, ceux qui gèrent les droits de l'artiste, et qu'ils n'ont pas donné suite en fait à ce... Non, je voulais quand même savoir s'ils ont un problème avec ça, et pour ne pas... J'ai parlé avec un ami qui est un poète très important, George State, un très bon ami de moi, il vit à Cluj, et j'ai dit, mais tu sais, peut-être je dois demander à Warhol Foundation s'ils ont un problème. Il a dit, mais tu peux pas faire un film comme ça et après demander. C'est un peu contrairement à tout l'esthétique, tout l'éthique de Warhol. Donc j'ai dit, ok, je vais pas ça. Donc j'ai écrit un mail quand même, et j'étais très... J'ai dit, voilà, j'ai fait ce film, montre-le dans votre galerie. Mais je ne savais pas que la réponse serait non, mais je voulais savoir s'ils ont un problème ou non, et c'était aucun problème. Aussi pour l'anecdote, est-ce que les Campbell Soup, les boîtes de Campbell Soup, c'est toujours là ou vous voyez les gens qui les amènent? Non, il y a des gens qui les amènent. Cette soupe, il y a des aficionados qui viennent avec la soupe, parfois des bouteilles de Coca-Cola aussi. Et le mec de là, qui est comment ça se dit, le jardinier, le gardien du cimetière, parfois il le jette à la poubelle, mais des autres apparaissent. Peut-être, je sais pas. Il y en a un qui est venu avec sa petite perruque là, des Warhol. Oui, ça c'est... En effet, ça j'ai trouvé, ou Raluca a trouvé, qui est ici, que c'est en effet un poète de Pittsburgh qui... Bon, il est très passionné. Et parfois il vient. Mais j'imagine qu'il fait des visites guidées un peu thématiques, ou je sais pas, parce qu'il a Non, vraiment il fait une pas. mise en scène. Je sais pas, c'est un peu difficile de demander toutes ces questions parce que j'ai jamais été là-bas, donc je connais exactement combien vous connaissez en regardant les images. Mais ils viennent régulièrement, oui. C'est juste qu'on voit la mise en scène, on voit qu'il vient avec un groupe, donc tout est organisé. Oui, ça c'était un anniversaire de Warhol. Oui, c'est ça. Lui, il a fait une fête là-bas. C'est ici ou c'est... Non, je pense que... Tu as une idée de combien d'heures tu as vraiment regardé? Combien d'heures? Oui. Bon, la question c'était que je l'ai mis sur mon desktop, sur le laptop, donc j'ai commencé pas la journée parce qu'à 8h ou 7h du matin en Roumanie c'est nuit, à Pittsburgh c'était pas beaucoup là-bas, mais pendant la journée je regardais régulièrement et obsessivement pendant un certain moment, sans savoir comment faire le film, j'ai juste enregistré des choses qui me semblaient intéressantes. À un certain moment, j'ai perdu beaucoup. Je suis, voilà, c'est dans cette image à côté, à gauche, où c'est l'animal maintenant, c'est un tombe nouveau. Et c'est pas dans les autres, si vous regardez. Voilà. Et même moi, j'étais en tournage avec le film N'attendez pas trop de la fin du monde. C'était des jours assez fatigants de tournage. J'avais une insomnie vraiment sévère pour quelques jours. Et ces jours, j'ai regardé très peu et j'ai perdu exactement 7 jours avec le tombeau nouveau, donc je sais pas. C'est toujours pour 4 écrans? Pardon? 4 écrans? Toujours pour 4 écrans? Non, c'était un seul écran. Ah, d'accord. Oui. Okay. Mais maintenant j'ai l'impression, j'ai pas regardé, quelqu'un m'a dit qu'il y a plusieurs caméras là-bas, donc on peut faire directement pour la galerie. Slip numéro 3. Mais en fait, juste pour rebondir sur cette idée de la caméra, on a ajouté aussi une caméra là pour l'exposition, donc on fait une retransmission en direct de tout ce qui se passe dans la galerie parce qu'on a beaucoup aimé ton idée de reprendre les idées, donc on a voulu aller un peu plus loin.
Et donc, c'est juste pour vous dire, il n'y a pas de son pour cette caméra, mais tout ce qui se passe ici C'est pendant plus 2 arbolien, semaines, sans son. c'est enregistré. C'est pas sauvé, mais c'est en live, c'est en direct. Du coup, on peut regarder Tatiana toute la journée. Et là, je vais me cacher. Après, je pense que je vais trouver une place pour moi juste à côté. Mais pour l'instant, on est... Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est chaud, hein, on peut pas ouvrir la porte. On va ouvrir un petit peu la Pour ne porte. pas mourir ici. Moi j'ai juste une question. Vous avez dit que du coup, donc c'est une caméra de surveillance, elle a été mise du coup pour qui en fait? C'est-à-dire pour que les gens en ligne peuvent regarder juste. Je pense que c'était quelque chose lié à la fondation Warhol, à la Earthcam, à la garde de cimetière, je ne sais pas, pour ne pas être attaqué, je ne sais pas, j'ai aucune idée. J'ai essayé de trouver, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Qui a mis la caméra et dans quel but donc, Mais en fait, c'est la fondation Andy Warhol qui a démarré ce projet. Ça s'appelle... okay. Voilà, Tatiana sait beaucoup. C'est flou. Je ne me souviens plus le nom maintenant, mais ils ont démarré ce projet, ils l'ont annoncé, voilà, là maintenant on a cette caméra qui donne sur la tombe de Andy oui, Warhol. En effet, le lien peut être trouvé sur la fondation Warhol aussi. Ouais. En fait, on vient de publier un article, juste pour faire un petit peu de la promo aujourd'hui, et ça parle aussi de cette, mais je ne sais pas si c'est fiction ou je ne sais pas. Mais oui, il y a un projet vraiment démarré par la fondation du Warhol. Et ça a commencé quand, tu sais? Je pense que c'est récent, c'est 2-3 ans peut-être. Okay. Donc c'est, ouais. Non, c'est plus parce que 3 ans, c'est exactement quand j'ai tourné les images. C'est pas beaucoup avant. C'est pas beaucoup mais avant. C'est récent. Oui, c'est un projet récent et je me souviens plus le nom, mais oui, c'est sur le site de la fondation. Ouais. Et du coup, comment vous l'avez découvert? Moi j'ai lu, je pense que c'était dans un livre sur Warhol et c'était une mention là-bas dans une note de bas de page. Et après j'ai cherché, j'ai trouvé. Mais j'ai pas pensé, ça m'a pris quelques mois pour me décider d'enregistrer des images au début sans beaucoup d'intention. Et après à un certain moment, je me souviens pas, je pense que j'étais invité de faire un trailer pour un festival de films et j'ai pensé à l'utiliser, à faire un truc de 2 minutes pour eux et à la fin ça m'a donné l'idée de regarder plus, j'ai enregistré plus et à un certain moment quand j'ai eu l'idée de titre qui est comme une petite blague au début, The Sleep Number 2. Tout d'un coup, ça m'a devenu plus clair parce que c'est la relation avec Warhol, mais c'est la relation avec la mort. Aussi, c'est toutes ces questions dans le numéro 2, dans le titre, ça a structuré le projet et tout d'un coup, ça m'a devenu assez clair que je vais l'avoir comme un film, comme une installation comme ça. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de revoir ces films. Je les vois à Locarno l'été dernier. J'ai adoré, c'est incroyable ce film. J'en ai parlé beaucoup à des amis depuis là. Comment est-ce que les gens qui sont loin de Paris vont pouvoir voir ce film dans le futur? Bon, sans piratage, vous voulez dire. Mais en fait, on a un moyen parce que là, on a le livre qui vient de sortir au FIT Marseille. Et dans le livre, vous avez un QR code. Ah oui, et il faut acheter le livre. Donc, c'est le livre rouge qui est ici, ouais, non? c'est juste là. On a 10 livres pour l'ensemble, mais oui, c'est tout à fait possible de regarder n'importe où. Et après, bon, il y avait des festivals où il a été montré, il y avait, je ne sais pas, des autres classes, avec mais c'est vrai, c'est pas un film ou une vidéo qui peut circuler. Bon, en Roumanie même, on n'a pas réussi à avoir aucune distribution pour le film. Je pense que c'était seulement
une présentation ou deux dans un festival de films expérimental et après une seule ou deux projections. Il y a une autre projection le 13 octobre à Bucarest. Voilà. Ça, on le fait avec l'Institut français de Bucarest, donc on a une discussion du livre et du film. Donc, une autre question. Oui, moi je me demandais si c'était important pour vous dans votre processus le fait que c'est un endroit que vous n'avez jamais vu, mais auquel vous pouvez aller via notre régime d'image contemporain. Est-ce que c'est important cet aspect-là? Important dans quel sens? Est-ce que vous avez choisi de faire ce film aussi parce que vous pouvez aller à Pittsburgh et aller voir la tombe de Andy Warhol parce qu'on vit dans notre monde contemporain? Est-ce que c'est quelque chose qui compte ou je sais pas? Oui et non, je ne sais pas, parfois oui, parfois non. Dans ce cas-là, j'ai aucune envie d'aller dans la vie réelle. Mais tu disais que c'est quand même ton premier film américain. Oui, c'est mon premier film, c'est Calling Card à Hollywood. Non, mais c'est intéressant que maintenant on peut voir des images de partout et parfois des choses bien sûr très troublantes comme les images de Gaza, comme les images d'Ukraine, comme les images dans des autres places, tous les orages, toutes ces questions comme ça, c'est tourné. La tuerie de cette américaine trumpiste Charlie Kirk, je l'ai vu, on peut le voir déjà, c'est comme Hollywood, 10 caméras je pense, c'est déjà tourné comme ça, même plus de caméras je pense, je sais pas, j'ai vu un montage, c'était très effrayant comme ça, c'était horrible, mais c'était vraiment 10 caméras quelqu'un a fait un montage de toutes ces caméras avec le sang. Bon, donc oui, ça on est déjà... C'est pour ça que parfois, quand j'ai... Même maintenant, quand j'ai fait ce montage avec André Rousse pour le film de le Festival de New York avec des images de TikTok, et on a essayé de garder ou de rester sur les images faites par des Roumains, mais aussi déjà de plus en plus j'ai l'impression que une grande partie du monde, même moi-même je me considère que je vis en Roumanie, je ne sais pas, mais je vis sur Internet la plupart du temps, c'est comme un peu dans un autre pays, je suis beaucoup lié ou beaucoup intéressé ou beaucoup en contact avec des gens de tout le monde, pas seulement des images. Si j'ouvre mon Facebook, 2 tiers de gens de Facebook sont de France ou d'Amérique ou de Japon, je ne sais pas où. C'est une question assez intéressante que parfois j'ai ce problème de décider qu'est-ce que ça veut dire être roumain, qu'est-ce que ça veut dire. Et pas seulement pour moi, pour les films parfois. Et ça, c'est vraiment un phénomène, bien sûr, assez nouveau pour tout le monde et assez, je le trouve très intéressant à la fin de tout. Et pour la culture roumaine, quand même, si je peux parler comme ça, et je suis très heureux qu'un film fait par un Roumain, c'est dans une galerie à Paris, parce que je pense que la culture roumaine a une potentialité plus grand que ce qui se passe vraiment à le moment, mais le potentiel est plus grand. Parce que c'est pour la culture roumaine, l'accès via Internet à des choses, je pense que c'est le plus importante chose qui fait que la culture roumaine n'est pas totalement isolée. Parce que Roumanie, encore, comme beaucoup des autres pays, c'est un pays d'une certaine manière isolé par les grandes choses de la culture. Il n'y a aucune exposition de, je ne sais pas, Cézanne ou Georges de la Tour. J'ai vu maintenant un poster on peut imaginer avoir en Roumanie. Jamais. Ça, c'est vrai, c'est impossible de même espérer à ça. Donc, ça c'est seulement un exemple et pas pour une chose de victimisation, mais pour dire que si je connais Georges de la Tour, c'est pas à cause de l'exposition qui n'est pas ici, mais par le musée imaginaire de l'Internet. Tout ça c'est très important, pas seulement de pouvoir faire un film. Pourquoi vous êtes devenu un réalisateur? Pourquoi?
Bon, c'est une histoire assez... Je ne veux pas m'ennuyer tout le monde avec ce truc. C'est... Bon, ça commence dans l'adolescence, quand j'ai découvert, je sais pas, le cinéma et des autres choses. Et après, c'était pas une décision. C'est pour ça que j'ai mal à répondre très courte et très directe, parce que c'était pas une décision prise d'un jour à l'autre. C'était pendant des années, je pensais à faire autre chose, etc. Enfin, j'ai fait ça, après j'ai commencé à travailler comme assistant réalisateur. Donc c'était beaucoup des étapes qui ont conduit à ça, mais bon, pour moi c'est mon métier maintenant. Est-ce que dans tous les rushs que vous avez vus, il y a des gens qui captaient qu'il y avait une caméra? Non, pas tous, mais une grande partie voient ou connaissent l'existence de la caméra et faisaient des signes vers la caméra et j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé intéressant. Ils sont dans un rapport de performance. Pardon? Ils sont dans un rapport de performance. Oui, c'est un peu comme il se met en scène lui-même déjà pour une caméra. Mais il y a des autres qui ne connaissent pas la caméra. Ils s'en foutent, je sais pas. Oui. Je voulais avoir une partie de sexe là-bas, mais jamais. J'ai pas trouvé. Si tu regardais la nuit. Oui, et dans la nuit, je pense que le cimetière est très bien gardé parce que c'est jamais des êtres humains. J'ai jamais vu. Peut-être c'est quelque chose qui m'a échappé, mais c'était jamais quelqu'un qui était dans la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez parler de l'utilisation de haïku, le poème haïku dans le film? Ah oui. Bon, d'ailleurs, d'abord c'est... tous les 4 parties sont introduites par un haïku. Je pense qu'ils ont resté sur cette version aussi. On le voit là. Oui. Et c'est deux raisons, si vous voulez, liées à la passion ou à la relation entre la pensée de Warhol d'une certaine manière et le taoïsme, le bouddhisme zen. Lui-même parle tout le temps de cette acceptation de tout ce qui se passe, accepter les défauts des œuvres comme une philosophie plutôt orientale. Il dit ça même dans un de ses livres qu'il a compilé avec quelqu'un d'autre. Donc c'était cette direction. Après, je voulais peut-être marquer la dimension poétique. Je pense que c'est un film, une vidéo très poétique. C'est des images qui à part de ce qu'on a parlé déjà, la dimension anthropologique, etc., où la relation avec Warhol, c'est un type de cinéma de poésie. Et après, parce que dans un haïku, le principe, c'est que chaque haïku doit montrer le saison, doit avoir une indication de la saison. Et comme je voulais marquer très clair qu'il y a les 4 saisons, là-bas, j'ai mis 16 haïkus qui chacun a une indication très claire sur les saisons. Et parce que j'aime les haïkus quand même, donc j'ai trouvé une façon de les introduire. Si je peux mettre un haïku, je mets un haïku. Une dernière question peut-être? Je pensais, le fait qu'il y a toutes ces références à Warhol, bien sûr, et vous avez parlé du fait que le zoom, par exemple, c'est pas vous, que on pourrait, il y a une certaine sorte de hasard dans les images que vous avez pu avoir, on pourrait le penser un peu dans cette continuité de l'indifférence, l'esthétique de l'indifférence de Warhol. À part qu'on voit le curseur, votre curseur de temps en temps
sur l'image. Et je me demandais si c'était justement une sorte de manière de tout d'un coup montrer que vous étiez là, pourquoi on voit votre oui. ça, c'est plutôt une question. Oui, c'est peut-être pas très bien utilisé à la fin, c'est une direction qui n'est, je ne savais pas comment l'utiliser mieux. En effet, au début, parce que c'est quand tu fais un screen recording, ça s'appelle comme ça sur mon laptop, et quand tu arrêtes, on peut voir cette ligne et ce truc qui montre que c'est un enregistrement. Et bon, j'ai pensé au début qu'au montage, on va couper tout ça. Mais aussi parce que le micro de cette screen recording, c'est le microphone de laptop qui enregistrait aussi des sons autour dans la chambre où j'étais. À un certain moment, je me suis dit, voilà, c'est pas une mauvaise idée d'avoir une troisième couche qui c'est cette indication que c'est quelqu'un qui regarde et c'est une présence humaine qui regarde par cet objectif froid et non humain. Et à un certain moment, j'avais, par hasard, c'était des enregistrements de ma maison, des discussions avec mon enfant ou ma compagne ou des choses comme ça, qui étaient audibles, mais j'ai trouvé que c'est devenu très lourd comme ça, et je laissais à la fin, parce que parfois il y a des choses silencieuses, très silencieuses, et c'est où j'ai coupé cette son ambientale. Je l'ai laissé silencieux pour marquer cette coupure, pour le faire visible. Donc c'est tous ces trucs qui peut-être c'est pas très bien fait à la fin. Je ne suis pas très content de cette dimension, mais je voulais seulement marquer parce que c'est aussi un film d'une certaine manière très voyeuristique, si on peut dire comme ça. Et bien sûr, c'est déjà énormément de livres, c'est déjà classicisé l'idée que c'est une liaison très forte entre cinéma et voyeurisme, le désir de voir et de voir quoi, de voir des choses qui ne sont pas connues, qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas. C'est pour ça que la pornographie existe et tout le monde la regarde. Moi non plus. Donc je voulais marquer et aussi l'œuvre de Warhol, c'est une œuvre voyeuristique. Beaucoup, donc c'était toutes ces liaisons qui, bon, peut-être c'est pas très bien fait, mais ça existe là-bas, je pense. Et peut-être pour parler un peu aussi du non-humain qu'on voit dans le film, je me demandais, déjà on voit des animaux pendant la nuit ou pendant la journée, je me demandais s'il y avait d'autres, si tu as fait un montage aussi, comment c'était choisi. On a même choisi de mettre les animaux sur l'affiche de l'exposition. Et je ne sais pas si tu as des réflexions. Peut-être sur l'écologie de Pittsburgh, notre ami d'ici peut faire un inventaire des animaux, je ne sais pas. Non, j'ai mis, comme j'ai dit, j'ai mis tout le temps des choses nouvelles, donc des animaux nouveaux ou nouvelles, ou qui faisaient des choses nouvelles à comparer avec les autres. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé intéressant. Mais je trouve que c'est beaucoup, et c'est très... Oui, je voulais plus, mais... Là, du coup, tu navigues entre le film comme ça, qui profite d'une liberté absolue personnelle, et d'autres films où il faut passer du temps pour les financer, pour faire les fictions. Est-ce que tu vas continuer dans les deux directions? J'espère que oui. Pour le moment, oui, j'essaie de faire. J'ai un peu de mal à répondre très bien à ces questions, qui en effet, parce que j'ai fait un peu des interviews pour la sortie de Dracula et Continental Vincent, que parfois les gens disent mais pourquoi cette direction ou pourquoi l'autre direction, pourquoi et tu vas continuer dans cette direction ou dans cette direction ou dans cette direction. Oui, et j'ai un peu de comment ça se dit, greediness en anglais.
comment on dit ça? C'est gourmand. Gourmand, oui, bon, au sens propre et au sens figurant aussi. Mais c'est un désir d'explorer pour moi toutes les formes de cinéma. Et quand j'ai lu en interview avec Godard, parce que j'avais un peu de mal à ça, parce que je me suis dit, voilà, je ne suis pas un cinéma sérieux, tous les gens sérieux ont une direction et ils sont capables de faire cette direction, etc. Et à un certain moment, j'ai lu en interview avec Godard, il disait, mais moi, je voulais essayer tout en cinéma, un film comme Edgar G. Ulmer ou un gros film de studio. Et j'ai dit, voilà, si Godard dit ça, je avec mon stature beaucoup plus basse, je peux me permettre de suivre. Ben, on l'espère, parce qu'il était prolifique comme ça. Continue. Oui, c'est vrai ça aussi. Merci beaucoup Radu, merci à vous tous. Merci à Tatiana pour le support. Merci tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Radu d'être là avec nous, Anastasia et Victor. Je voulais aussi remercier vivement Esbae, Stéphane et Irina qui nous ont aidés à créer l'installation. Oui. Je ne connaissais pas qui sont ici, donc je ne pouvais pas. Mais je dois remercier parce qu'ils ont fait le travail de faire l'exposition sans que je peux dire beaucoup parce que je ne connais pas en fait, la question. Donc, on a pris ça en charge. Comme on vous a déjà dit, le projet il a commencé à Locarno l'année dernière et on a beaucoup travaillé depuis pour parler, pour discuter avec Radu sur comment mettre les écrans. Après, je suis très heureuse qu'on a eu le soutien de l'Institut culturel roman, grâce à qui on peut faire cette exposition. Et la deuxième qui suit le 9 octobre. Et bien sûr, le Centre Pompidou avec qui on fait cette belle collaboration, Judith et Louise. Donc merci beaucoup. Et je pense qu'on va avoir besoin de 5 minutes pour préparer l'espace pour le vernissage. Et je vous invite dans 5 minutes dans la galerie. Merci beaucoup. Et donc dehors.